Euh, on a parlé de l'absence de thérapeutique. Alors, il y a peut-être quand même un traitement, en tout cas, il y a un traitement préventif. Il y a des voies de recherche. Et Julien Stoury qui va enchaîner pour vous parler de ces voies de recherche sur la prévention des commotions cérébrales en lien avec le rachis. Julien, à toi la parole, si tu es là. Merci. Ouais, tout le monde m'entend bien? Ouais, très bien. Parfait. Hop. Donc, le titre de ma présentation, c'est Force du rachis cervical et commotion cérébrale. Quel lien? Je voulais d'abord remercier l'AKR, forcément, pour me donner la chance et le plaisir de présenter un peu cette étude que je suis et que je fais maintenant depuis 2016. Remercier Rémi aussi parce que c'est grâce à lui que je peux la présenter ce soir. Donc moi je m'appelle Julien Stoury, je suis masseur kinésithérapeute et préparateur physique. Je suis diplômé donc, de 2012 de l'IFMK de Marseille. Ensuite j'ai pu travailler donc, à Bourgoin en libéral et puis chez les jeunes au CSBJ et ensuite en libéral à Annecy et donc avec le club d'Annecy en fédéral 2 puis après avec Rumi en fédéral 1. J'ai fait le DU pathologie du rugby avec la Fédé, le DU européen de préparation physique à Lyon, Lausanne, Turin et Bruxelles. Et enfin le DU kinésithérapie du sport. Je travaille maintenant donc, depuis septembre en Suisse à l'hôpital Latour, à Mérin, à côté de Genève. Voilà, pour cette présentation, ça va être un peu interactif, donc je vais vous demander d'avoir votre smartphone à côté, parce que voilà, il y aura des petites questions un peu et voir ce que vous en pensez. Donc, on va voir ensemble la définition donc, de la commotion. Le professeur Malafosse en a déjà parlé. Ensuite, l'épidémiologie, l'incidence des commotions, les signes cliniques, les causes, quand et quels postes sont touchés, les phases de jeu, l'incidence chez les jeunes, les différences entre les hommes et les femmes, les coûts pour les clubs notamment, l'influence des origines, le rôle des encadrants et le risque de blessure après commotion. Je vous présenterai donc mon étude pilote entre 2016 et 2018. Et en gros, qu'est-ce que ça engendre pour nous et sur le terrain et en prévention. Donc la définition, en anglais, on définit ça comme Sport Related Concussion, donc SRC. C'est difficile d'avoir une définition, on va dire, claire, parce qu'elle est définie différemment suivant les auteurs et les sports. Malgré cela, donc, il y a le professeur Deck et collaborateur en 2011 qui définit ça comme le dysfonctionnement de courte durée des fonctions cérébrales induites par une accélération ou décélération soudaine de l'extrémité céphalique. C'est ce qu'on peut voir sur l'image juste au-dessus, avec un impact principal qui entraîne un impact secondaire et des accélérations linéaires et rotationnelles. Ça se traduit donc sur un terrain de rugby par un comportement anormal du joueur, allant d'une simple confusion à des troubles de l'équilibre ou la perte de connaissance. Il y a eu le consensus de Berlin en 2016 qui nous explique que donc, la commotion liée au sport est une blessure traumatique du cerveau induite par des forces biomécaniques. Sur ma revue de la littérature, donc j'ai mélangé que ce soit rugby union, donc rugby à 15 et rugby league. Hop, rugby. Donc l'incidence en Irlande, d'après Cosgrave, sur la saison 2016-2017, 160 joueurs professionnels, 60 commotions réparties sur 47 joueurs. Pour exprimer, on va dire, l'incidence, on le fait en blessure pour 1000 joueurs par heure de jeu. Donc ici, on a une incidence de 18,4 commotions pour 1000 joueurs heure de match. La petite photo en bas à droite, c'est juste pour expliquer que, on veut dire, dans le milieu du rugby, à une époque, il se disait qu'en Irlande, ils apprenaient à plaquer haut pour coffrer le ballon et ralentir le jeu. Sauf que quand on veut coffrer le ballon, ben, on expose forcément sa tête à une commotion. En rugby league, donc en rugby à 13, Gardner et collaborateurs qui nous explique qu'il y a entre 8 et 17,1 commotions pour 1000 heures jouées. En France, un top 14, donc ça c'est le symposium sur la commotion et c'est des chiffres donnés par le professeur Deck. Donc entre 2012 et 2013, 7,28 commotions pour 1000 joueurs heure. 2016-2017, 13,62 commotions pour 1000 joueurs heure. Et 2017,
2018, 10,71 commotions pour 1000 joueurs heure. Au niveau international, donc Gardner et collaborateurs, qui nous explique qu'il y a 4,73 commotions pour 1000 joueurs par heure jouée. Donc là, pour tous ceux qui ont les smartphones, c'est à vous de les sortir. Et donc, vous prenez votre appareil photo et vous prenez en photo le QR code. Normalement, ça envoie directement sur une toute petite question à répondre. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire le QR code, il faut aller sur menti.com et mettre le code en question. Bon, pour ceux qui ont suivi la présentation d'avant, le professeur Malafosse avait donné la réponse quand même. Donc effectivement, 90% des commotions se font sans perte de connaissance ou de conscience. Les causes, donc ça c'est un chiffre qui revient souvent, je ne l'ai pas retrouvé dans la littérature, mais souvent on dit qu'en gros une commotion sur 2 est liée à une erreur technique. Ça c'est une capture d'écran d'une vidéo d'une commotion où les deux joueurs ont fait une commotion avérée. On voit que donc le plaqueur en noir essaye de plaquer le rouge et les deux ont fait une belle commotion. Hop. Donc, qui est concerné et quels postes sont concernés? Donc forcément, c'est plus en match qu'à l'entraînement. Je vous ai mis la photo de cet article qui en parle, qui fait référence un peu. Au niveau des postes, donc il y a peu de données qui se recroisent. Certaines études parlent des avants qui sont plus touchés que les arrières. Il y avait une autre étude que j'avais trouvée qui expliquait que 25% des commotions se faisaient sur la charnière. La phase de jeu, donc soyez attentifs, ça va aller vite. Voilà, ça se passe sur le vin blanc. Donc forcément, la phase de jeu, si ça veut bien. Voilà, la phase de jeu la plus à risque, c'est la phase de plaquage. Suivant les études, c'est le plaqué qui est plus à risque que le plaqueur, mais ce n'est pas dans toutes les études qu'on retrouve ça. En aparté, donc il y a eu une grosse étude au niveau de l'English Premiership. C'est une étude qui est sortie en octobre 2020 donc sur le projet Professional Rugby Injury Surveillance Project. Donc de 2002 à 2019, ils ont recensé toutes les blessures. Donc là, ce n'est pas que commotion, c'est vraiment toutes les blessures. Et ils ont remarqué que toutes blessures confondues, donc le plaquage représentait 43% des blessures. On peut noter aussi, donc, pour revenir à la commotion, que les commotions représentent 29% des blessures sur le jeu illégal. Donc ça, c'est une étude néo-zélandaise. Et que sur le jeu autorisé, elles ne représentent plus que 9% des blessures. L'incidence chez les jeunes, on en a aussi un petit peu parlé précédemment. D'après Gardner et collaborateurs, donc en 2019, les jeunes joueurs, notamment en fin d'adolescence, donc dans la littérature en anglais, on retrouve le mot high school souvent, qui font plus de commotions et ça représenterait entre 9 et 13% des blessures de cette catégorie d'âge. Ils nécessitent un temps de repos plus long et ont des signes plus sévères. Et on l'a vu aussi avec l'effet délétère des commotions répétées, sachant qu'une commotion plus une commotion, ce n'est pas, on va dire, des effets ajoutés, mais multipliés. Donc effectivement, plus on fait de commotion, plus ça peut être grave. Différence entre les hommes et les femmes. Il y a peu d'études encore spécifiques pour l'instant qui sont sorties. Malgré cela, donc elles sont encore plus touchées par les commotions. Elles ont un délai de retour au jeu qui est plus long, des expressions, des symptômes qui sont plus longues. Il n'y a pas d'explication claire à ce jour. Certaines disent que c'est parce que les règles du rugby ont été faites par et pour les hommes. Juste pour faire le lien un peu avec le rachis cervical, il y a plusieurs études qui expliquent qu'elles ont, on va dire, une raideur tête-cou moins importante et que c'est lié parce qu'elles ont un déplacement de la tête par rapport au cou qui a augmenté et qu'elles ont moins de force isométrique.
Donc, c'est intéressant à noter par rapport à notre problématique. Le coût, donc une étude néo-zélandaise qui nous explique que la commotion serait la blessure avec le plus haut coût par type de blessure. Ça représenterait 6,3% des coûts pour 1,8% des blessures. D'après Cosgrave, donc ça c'est une étude irlandaise, ils ont essayé de calculer ce que ça représenterait en jours d'absence. Et donc la commotion, ça équivaudrait à 5 jours d'absence par équipe et par match. Donc après chaque match, chaque équipe aurait un joueur off pendant 5 jours. Donc ça, c'était une étude sur une saison. L'influence de l'origine, ça c'est un papier néo-zélandais encore. Juste préciser effectivement que chaque cerveau est unique. On en a parlé encore au symposium à Clermont en 2018, et que certaines personnes sont plus prédisposées, d'autres seraient protégées. Et donc, d'après King et collaborateurs, ils ont retrouvé des différences en fonction des origines ethniques. Par exemple, les Néo-Zélandais maoris feraient plus de commotion, par exemple, que les Néo-Zélandais d'origine pacifique ou européenne. Le rôle des encadrants, c'est important. La connaissance et la surveillance des commotions cérébrales progressent. Du coup, on en détecte plus. Malgré cela, donc, il y a 39% des encadrants qui ont été interviewés qui ont expliqué que pour diagnostiquer une commotion, il fallait à tout prix une perte de connaissance. Donc, on a vu que la perte de connaissance, ça se faisait dans que 10% des cas des commotions. Et pour les encadrants donc, interviewés dans cette étude, quasiment 40% d'entre eux, ils disaient qu'il fallait une perte de connaissance à tout prix pour diagnostiquer une commotion. En plus de ça, donc, il y a 25% des athlètes commotionnés qui ont consulté avant de reprendre l'entraînement. Et il y a 34% des athlètes blessés qui ont consulté avant de reprendre la compétition seulement. Donc, comme le dit Borat, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Risque de blessure après la commotion. Là, pareil, je vais vous demander de participer. Utilisez votre smartphone. Scannez le QR code. Pour l'instant, il y a une majorité de 50%. « 50% qui se détachent. Ok. Hop. Donc, le risque de blessure après commotion. Donc, dans cette étude, le risque augmentait de 60% d'une reblessure dans la même saison. Donc, 60%. En plus donc, du risque de refaire une commotion qui est multiplié par 3 dans la même saison pour le joueur commotionné par rapport à un joueur qui n'a pas subi de commotion précédemment. Avec une large majorité de ces commotions répétées qui a lieu dans les 2 premières semaines. Donc, mon étude pilote de 2016 à 2018, on va voir l'introduction, la méthode, le matériel, les résultats, la conclusion et pour finir la discussion. Donc, à l'époque, depuis quelques années, il y avait des études qui mettaient en évidence le lien entre force isométrique du rachis cervical et le risque de commotion cérébrale. Donc, ses collaborateurs en 2014 et Ersomalis en 2016. Et ces études, elles s'est menées spécifiquement dans des sports tels que la crosse, il y avait le soccer et le foot américain. Le but de cette étude, donc, c'était d'étudier s'il existait une différence de force du rachis cervical entre des joueurs de rugby ayant subi une ou des commotions et des joueurs de rugby n'ayant pas subi de commotion. Donc, pour mon échantillonnage, j'ai recruté 40 joueurs, donc 7 de Pro D2, 16 de Fédéral 1 et 17 de Fédéral 2 sur les clubs que vous voyez en dessous, donc Lasvel à Villeurbanne, Oyonnax Rugby, Rumi et Annecy. J'en profite pour les remercier parce que c'est grâce à eux que j'ai pu mener cette étude, aussi bien les staffs que les clubs.
Donc ça, c'est la répartition par poste. Donc 40% de première ligne, 8% de deuxième ligne, 30% de troisième ligne, 10% charnière, 10% de centre et pas d'allié ni d'arrière. 24 ans de moyenne d'âge, ça allait de 18 à 33 ans. L'âge début en moyenne du rugby, c'était de 11 ans. 183 cm, ça allait de 1m65 à 1m94. 104 kg, donc de 73 à 140 kg. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 13% qui déclaraient avoir déjà été testés sur la force du rachis cervical, sachant que la grande majorité de ces joueurs avaient fait centre de formation d'un club professionnel. Pour le matériel, donc, on voulait évaluer la force musculaire maximale isométrique des fléchisseurs du cou et des extenseurs. J'avais basé mon protocole sur les travaux de Gatterer et de son étude notamment en 2014, mais il en a fait beaucoup d'autres. Donc avec un dynamomètre, c'était un pèse-viande que j'avais un peu détourné et qui était relié à un harnais cervical de marque Body Trading. Donc on voit ici le testing des fléchisseurs et le testing des extenseurs. L'installation, donc le joueur s'est assis sur une chaise à 90 degrés, les mains croisées sur le torse pour les fléchisseurs, les mains sur les cuisses pour les extenseurs et les pieds au sol. On demandait donc une période d'échauffement juste de 5 secondes après l'installation pour que le joueur un peu ressente ce que ça faisait de tracter sur le dynamomètre. 45 secondes de repos et ensuite un test de force max avec en gros 3 secondes pour monter en force et 2 secondes pour stabiliser. La consigne, c'était qu'il n'y ait pas d'à-coup, ce n'était pas, on va dire, de la réactivité, c'était juste une montée en force maximale isométrique. Donc, si le joueur faisait un à-coup, l'essai était invalidé et après 45 secondes de repos, on refaisait l'essai. Donc ensuite, je leur faisais passer un questionnaire avec des données générales, âge, taille, poids, niveau de jeu et poste. Et ensuite, des questions binaires, donc réponse oui ou non. Avez-vous fait du renforcement musculaire cervical chez les jeunes? Faites-vous du renforcement musculaire cervical actuellement? Avez-vous déjà eu une ou des commotions cérébrales? Et en fait, cette dernière question était, on va dire que si la réponse était oui, ça engendrait 3 nouvelles questions additionnelles. Donc si oui, combien? Si oui, à quel âge était la première? Et si oui, à quand remonte la dernière? Les résultats. Donc, sur ma population, la répartition commotionnée non commotionnée se fait de cette manière. Il y a 52% qui ne déclarent pas de commotion et 48% qui déclarent avoir fait une ou des commotions. Donc ça, c'est dans mon groupe uniquement commotionné. Donc sur mon groupe commotionné, il y en a 37% qui déclarent une seule commotion. Et il y en a quand même 63% qui déclarent des commotions récidivantes, donc au moins 2, ce qui est important. Au niveau des résultats, la force en fonction du poids de corps, il n'y avait pas de différence entre les commotionnés et les non commotionnés. Petit aparté aussi, il y avait des différences de force importantes entre les avants et les trois quarts, donc de 10 kg en plus pour les extenseurs des avants et de 5 kg en plus pour les fléchisseurs des avants par rapport aux trois quarts. Par contre, encore une fois, rapporté au poids de corps, il n'y avait quasiment pas de différence entre avant et trois quarts. Donc, la force maximale des fléchisseurs et des extenseurs, en haut, ce que vous voyez, c'est les extenseurs. Donc, en vert, en haut, les extenseurs des non commotionnés, 35,76 kg. En rouge, en dessous, les extenseurs des commotionnés, 31,89. Ensuite, les fléchisseurs des non commotionnés, 19,35. Et les fléchisseurs des commotionnés. En conclusion, donc mon groupe commotionné, ma population commotionnée, ça représente 48%. 63% d'entre eux récidivent. L'âge moyen de la première commotion, c'est 20 ans. Et le renfort actuel, donc ils sont 37% seulement à déclarer avoir fait du renforcement cervical chez les jeunes. Et ils sont 47% à avoir déclaré faire du renforcement cervical actuel. Ils ont un ratio donc fléchisseur sur extenseur de 70%. Alors que les non commotionnés, donc 52% de la population, ils ont une force des extenseurs de plus 4 kg par rapport au groupe commotionné. Ils sont 62% à avoir fait du renfort chez les jeunes et ils sont 62% à faire du renforcement actuellement.
Le ratio donc fléchisseur-extenseur est de 56%. Dans la littérature, je n'ai pas encore retrouvé justement quelque chose de crédible et qui revient régulièrement sur ce ratio. Il y avait une étude qui parlait d'un ratio qu'on visait de 100%, une autre étude qui parlait de 50%, donc pour l'instant, il n'y a rien qui se détache. La discussion qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, c'est une faible population, parce qu'il n'y a que 40 joueurs. C'était juste une analyse purement descriptive au niveau des statistiques. Donc, il y a des tendances qui se dégagent, mais ça reste des tendances. L'amélioration de la force du rachis cervical chez les jeunes via du renforcement spécifique pourrait-il diminuer le risque de commotion cérébrale? C'est la question qu'on peut se poser. Ensuite, quel ratio fléchisseur sur extenseur, on en parlait, pourrait être protecteur pour ces commotions? L'intérêt d'avoir un cut-off par rapport au poids du corps pour les extenseurs et les fléchisseurs, on va dire une limite et pour dire ben voilà, ce joueur il est sain ou il n'est pas encore assez fort par rapport à son poids de corps. Et l'intérêt, pareil, je rejoins un peu le professeur Malafosse, de faire un bilan de pré-saison important et notamment avec la mesure de force du rachis cervical qui pourrait être un des critères de reprise post-commotion, c'est-à-dire on pourrait estimer que tant qu'il n'a pas récupéré 95% de sa force, eh bien, il n'est pas en état de reprendre le rugby. La diapo suivante, je vais vous demander d'être attentif et de bien écouter. Donc, c'est juste quelqu'un que j'interviewe pour le podcast donc, Objectif Performance que j'ai lancé il y a quelques mois et écoutez bien la réponse qu'il donne. Du coup, en prévention, qu'est-ce que vous faites? Du coup, en prévention, qu'est-ce que vous faites de spécifique? Pour prévenir les commotions? Oui, arrêtez tout. Si jamais tu peux essayer de prévenir les commotions, il faut arrêter de se rentrer dedans. Donc ça c'est Jean-Baptiste Laporte qui est directeur of rehabilitation pour les Carolina Panthers en NFL. Donc quand moi je contacte Jean-Baptiste Laporte, je me dis putain, en NFL ils doivent faire des trucs de fou sur la commotion, en prévention et tout, ça doit partir dans tous les sens, ça va être passionnant. Et du coup je demande à JB, en prévention qu'est-ce que vous faites quoi? Et du coup il me dit qu'en fait il faut juste arrêter le football quoi, parce que des sports comme de collision, comme le foot américain, comme le rugby, on ne pourra jamais éradiquer, on va dire, le risque de commotion. Donc, c'est impossible d'éliminer, on va dire, le risque et toutes les commotions dans ces sports-là. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, donc les encadrants, on va dire les soignants, les kinés, les physios, les médecins, on a un rôle important pour réduire leur nombre et leur sévérité. Donc, c'est là que la prévention, on va dire, intervient. Ce que j'ai cherché à voir, c'est ce qui marchait et ce qui était validé par la littérature. Donc, en premier, donc, on retrouve un rachis cervical plus fort. C'est une étude de 2014 sur des athlètes. Donc, ce n'est pas des athlètes professionnels, c'est des athlètes adolescents. 6700 athlètes quand même. Foot, basket, lacrosse. Et ils ont expliqué qu'un rachis cervical moins fort était significativement corrélé avec le risque de commotion. Et ils ont rajouté que donc pour chaque pound, donc c'est un demi-kilo environ, de chaque pound de force du rachis cervical gagné, il diminue le risque de commotion de 5%. Donc c'était l'étude de Collins en 2014. Ça, c'est juste quelques exercices au niveau du rachis cervical. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur ce travail que vous devez connaître aussi, c'est Luc Sénégas. Donc, il bosse beaucoup, qui est spécialisé notamment sur le rachis et le rachis cervical. Ensuite, donc la préactivation musculaire, c'est-à-dire le fait d'anticiper l'impact, en voyant l'impact arriver, en prenant l'information, en voyant l'impact arriver, en préactivant, on va dire, ces muscles, notamment les muscles du cou, diminuerait le risque de commotion. Et ensuite, tout simplement, c'est aussi ce qui s'est passé en NFL, c'est l'adaptation et le changement des règles. Donc Jean-Baptiste Laporte qui m'expliquait qu'ils avaient changé certaines règles pour diminuer justement la vélocité de certains impacts. Et ça a marché aussi sur le hockey sur glace. Je crois qu'ils ont rajouté la Rule 48 qui avait interdit un style de jeu où il y avait des charges autorisées à la tête. Ensuite, donc, les avis partagés de la littérature, les protections intrabuccales.
Pareil, moi, j'avais entendu parler que c'était assez efficace en activant, on va dire, les muscles fléchisseurs du cou et que ça faisait un cou plus gainé et préparé justement à l'impact. Il y a une étude, une méta-analyse qui explique qu'il y a une tendance vers la diminution du risque, mais que ce n'est pas significatif. Donc, ça nécessite plus d'études pour l'instant. Ensuite, le port du casque. Pareil, pour en avoir parlé avec plusieurs neurologues et même neurochir, certains pensent que ça diminue le risque, d'autres non. Là, une étude donc, qui explique que ceux qui portaient, donc c'est une étude australienne sur 3200 joueurs, qui explique que ceux qui déclaraient porter le casque à chaque entraînement et match avaient un risque significativement moindre de faire des commotions que ceux qui déclaraient faire, on va dire, porter le casque rarement, pardon. Mais au final, ceux qui le portaient toujours avaient le même risque de faire une commotion que ceux qui ne le portent jamais. Donc, c'était un peu compliqué d'en conclure quelque chose de pertinent. Le casque aussi, en pratique, il y en a qui expliquent que porter un casque, notamment chez les jeunes, ça donnerait un peu une attitude de super-héros et du coup, ça exposerait certains jeunes à se sentir tout puissants et à charger tête en avant, par exemple. Ce qui, là, pour notre problématique de commotion, serait délétère. Ensuite, ce qu'il faut qu'on continue d'explorer, c'est la neurovision. Justement, prendre l'information, la traiter le plus rapidement possible et en faire quelque chose de pertinent. Il y a aussi Romain Bordas à Lausanne qui travaille là-dessus. Ça nous mène forcément au travail d'appui, c'est-à-dire donc je prends la bonne information, par exemple, du joueur et moi qui veux le plaquer en poursuite. Je travaille mes appuis pour me placer de la bonne manière. Et ensuite, forcément, améliorer ma technique de plaquage. On l'a vu sur la vidéo tout à l'heure, on l'a vu sur la photo de Jonathan Sexton aussi. On a vu que le plaquage était pourvoyeur de commotion. Petit aparté aussi là-dessus, je suis retourné en Nouvelle-Zélande en 2018 pour voir un peu ce qui se faisait là-bas au niveau de la prévention des blessures de manière générale et notamment des commotions. Et donc, j'ai pu passer dans 4 franchises sur 5 et passer un peu plus de temps avec les Auckland Blues. Et j'étais impressionné justement par leur implication sur une tâche qui paraît toute simple, mais qui devrait être travaillée. C'est comme des gammes athlétiques ou des gammes pour un musicien, quoi. Le plaquage, c'est un peu la base. Et en fait, par exemple, les joueurs qui étaient en retour terrain restaient ensuite après, par petits groupes, par groupe de 3, avec un plaqueur, un plaqué et quelqu'un qui observait de l'extérieur. Et ils faisaient des plaquages, on va dire, basiques. Et petit à petit, ils augmentaient l'intensité avec justement des plaquages en poursuite ou des plaquages en courant. Mais ils repartaient vraiment, ils reconstruisaient leur base. Et pour un sport comme le nôtre, qui est un sport de contact et de collision, avoir la bonne attitude à l'impact, ça fait quand même une grosse différence. Ensuite, il y a tout ce qui est proprioception, bien sûr, et entraînement vestibulaire, c'est-à-dire savoir situer son cou, savoir positionner sa tête du bon côté et de la bonne façon. Donc, la formation des encadrants, on en a parlé au tout début. Pareil, ça c'est en Nouvelle-Zélande, donc ça date de 2001 qu'ils ont lancé Ruby Smart. À la base, ils voulaient réunir tous les entraîneurs et les arbitres et les former eux justement sur ce qu'ils allaient transmettre aux jeunes joueurs sur la prévention des blessures, sur l'hydratation, sur la condition physique nécessaire pour jouer au rugby dans de bonnes conditions, etc. Et ce qu'ils ont fait aussi, donc ils ont pas mal parlé de commotion et ils ont fait ces petites capsules vidéo donc de 2-3 minutes chacune où ils ont suivi un joueur qui a fait une commotion du jour où il a fait la commotion jusqu'à son retour sur le terrain. C'est assez didactique et pédagogique, c'est plutôt bien fait. Et du coup, la Fédération française de rugby qui a lancé le programme Bien joué depuis 2017, qui est un peu dans la lignée de ce qui se fait notamment en Nouvelle-Zélande. Les messages clés de cette présentation, donc les commotions sont des blessures pénalisantes pour les joueurs et les clubs. Il y a un nombre important de récidives, il y a un risque de blessure accrue. On en a parlé aussi tout à l'heure, mais à moyen terme et à long terme, on ne sait pas encore clairement ce que ça peut donner, mais ça peut être grave. Les populations encore plus à risque, c'est les jeunes joueurs et les féminines.
On a un rôle important en tant que kiné, en tant que médecin, en tant qu'encadrant dans la diminution de ces risques, même si, on va dire, au niveau de la prévention, ça se joue au niveau multifactoriel. On n'est pas tout seul. Il est important, d'après moi, de développer ensemble des études de qualité, plusieurs études de qualité pour améliorer notre prise en charge et avancer. Je vous remercie pour votre attention et reste à disposition pour les questions.